peu, chers collègues. Aujourd'hui, à 9 heures, très précisément, le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies, qui est une procédure spéciale du Conseil des droits de l'homme, comme le groupe de travail sur les disparitions forcées, dont je vais un peu parler tout à l'heure. Ce groupe de travail a rendu un avis numéro 54-2015 au sujet du cas de Julian Assange. Il a considéré que le fait que Julian Assange avait été et continue à être retenu à l'ambassade d'Équateur au cœur de Londres, sous la menace d'être arrêté au cas où il sortirait de cette ambassade, constitue une détention arbitraire. Cette décision est d'autant plus frappante que, comme me l'apprend Françoise Tulkens à l'instant, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré il y a quelques mois que la requête de Julian Assange était irrecevable parce qu'elle ne constituait pas, parce que le traitement qu'il avait subi n'était pas une détention. Alors, il s'agit probablement de l'avis le plus médiatisé du groupe de travail depuis sa création en 1991, sous l'impulsion de Louis Joinet. Il y a déjà beaucoup de commentaires. Si vous êtes en ligne, vous pouvez les suivre en direct. Beaucoup ont immédiatement, et évidemment à commencer par les États intéressés, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la Suède, qui sont tous les deux visés par la plainte, beaucoup ont immédiatement noté que les avis du groupe n'étaient pas obligatoires. Cela, quand bien même le journal Le Monde, d'ailleurs, parlait hier d'arbitrage de l'ONU. C'est très chic. Mais cette idée du caractère non obligatoire de cette opinion a été en partie démentie dès hier par un fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui a expliqué que l'avis du groupe est adopté sur la base de normes qui lient la Grande-Bretagne et la Suède, en l'occurrence des normes contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le pacte sur les droits civils et politiques. Et que par conséquent, l'avis est, dit-il, alors il utilise, je crois, l'expression indirectement obligatoire pour ces États. Alors, cette petite actualité à suivre, parce qu'il reste quand même le suspense de savoir si Assange va pouvoir ou non sortir sans être arrêté. Cet exemple d'actualité explique assez bien rétrospectivement mon hésitation face au sujet qui m'a été proposé. Je me suis en effet aperçu qu'il y avait deux manières de l'aborder. Une première manière que je pensais privilégier au départ, qui était au fond de relativiser le sujet et d'une certaine manière d'en démontrer la non-pertinence dans ma pratique d'expert à l'ONU. Et puis dans un second temps, je me suis aperçu, d'abord c'était peut-être pas très gentil au fond de traiter la chose de cette manière, et puis je me suis aperçu aussi qu'il pouvait être intéressant d'essayer tout de même de prendre la question au sérieux, d'essayer de rentrer dans la logique des organisateurs de ce colloque et de tirer quelques conclusions à partir de la pratique, mais aussi à la lumière de quelques réflexions d'ordre plus théorique. Alors de cette hésitation, je crains qu'il ne résulte un tableau assez impressionniste, oscillant entre l'anecdote plaisante et la tentative de reconstruction totalisante. Et par conséquent, vous serez juge du résultat. Je pense qu'en réalité, on n'est ni dans l'anecdote ni dans la théorie, mais un peu entre les deux. C'est autrement dit un exposé un peu bâtard que je vais faire devant vous aujourd'hui. Alors voilà comment je vais procéder. Je vais d'abord quand même revenir à mon idée initiale, car je crois qu'il est quand même important que je vous livre un peu l'impression ou le sentiment, non pas de l'universitaire, mais du praticien. Et puis ensuite, j'emprunterai la deuxième voie, qui consiste à affronter le sujet. Et je le ferai en deux temps. Premier temps, à travers une remarque à caractère méthodologique, portant, si vous voulez, sur une critique de la dichotomie entre soft law et hard law, et proposant peut-être une manière alternative d'envisager les choses. Et puis deuxième temps, à travers deux remarques qui essayeront d'approfondir cette conception alternative, afin d'esquisser, c'est là où ça devient un peu théorique, les contours pris par la fonction législative dans le droit international contemporain, en particulier dans le domaine des droits de l'homme. Je ne suis pas tout à fait sûr que j'arriverai jusque-là, cela dit, donc on verra, je m'en tiendrai peut-être aux deux parties classiques de l'exposé universitaire. Alors d'abord, quelques mots sur ma première tentation, au fond, de traiter le sujet en l'écartant. Au fond, je crois qu'il faudrait dire que cette problématique, soft law, hard law, elle est quand même propre aux juristes. Elle correspond à une perspective qu'on pourrait appeler juridico-centrée.
Et il faut vraiment, je crois, percevoir en tant que juriste nous-mêmes qu'elle n'a pas forcément le même écho pour les non-juristes, et en particulier ou pour des personnes qui éventuellement ont une formation juridique, mais qui ne pratiquent pas le droit comme des universitaires, mais plutôt, par exemple, comme des diplomates. Et sous ce terme, j'englobe au fond toutes les personnes qui participent aux négociations multilatérales, qu'ils soient représentants d'États, d'ONG ou d'autres parties prenantes. Pour les juristes, il est évident que la distinction entre ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas revêt une importance cruciale. C'est un peu, au fond, une boussole dans notre univers. On ne peut pas tellement s'en passer. Du coup, le juriste a constamment les yeux rivés sur une sorte d'échelle de mesure, avec une gradation unidimensionnelle, qui va du degré le plus bas, le non obligatoire, au degré le plus haut, l'obligatoire. Et cette échelle comprend, au fond, si on essaye d'analyser un petit peu notre manière de penser, quand même à une échelle de valeur. C'est-à-dire qu'une valeur est attachée à l'évolution d'une norme sur cette échelle. On part du plus bas, le rien, le non obligatoire, et puis on évolue, on progresse progressivement. Il y a une progression, une évolution, comme chez Darwin, vers la norme obligatoire. Et la norme obligatoire, c'est la norme accomplie, c'est le summum, c'est la fin de tout. Alors il me semble qu'il est important que le juriste, et ceci dans l'intérêt même de la compréhension de sa discipline, pour la garder vivante et signifiante, que le juriste comprenne qu'il existe d'autres échelles de valeur au terme desquelles cette notion d'obligatoire ou non obligatoire n'est pas forcément aussi importante. Alors je prends l'exemple du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, mais je pourrais trouver d'autres exemples d'expérience d'une certaine manière avec le Comité des droits de l'homme. Je rappelle en premier lieu que le groupe de travail est une des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme, comme le groupe de travail sur la détention arbitraire. C'est un organe qui a été créé par la Commission des droits de l'homme initialement en 1980 et qui est renouvelé tous les 3 ans et qui est composé de 5 experts indépendants. Et je rappelle également le double mandat du groupe de travail sur les disparitions forcées, un mandat d'une part que l'on appelle humanitaire, qui porte sur l'élucidation des cas individuels de disparition forcée qui sont portés à sa connaissance, et puis un mandat dit normatif, qui consiste à superviser la mise en œuvre par les États d'une déclaration adoptée par l'Assemblée générale, instrument de soft law, s'il en est, déclaration 1992 sur la protection des personnes contre les disparitions forcées. Alors, ce dont je peux témoigner en tant qu'ancien membre et président du groupe, c'est que la distinction entre soft law et hard law est généralement de peu d'importance au regard de la manière dont le groupe de travail remplit son mandat. Je veux dire que dans la pratique quotidienne du groupe de travail, on ne se pose pas cette question du soft et du hard. Ça n'arrive presque pas, en fait. On cherche à atteindre des résultats, à savoir l'élucidation de cas de disparition forcée, l'adoption par les États d'un certain nombre de mesures, par exemple de réforme de législation nationale. Et pour ce faire, on utilise différents types de procédures pour atteindre nos fins. Alors, certaines de ces procédures jouent sur un registre coopératif, voire humanitaire, d'autres sur un registre plus normatif, par l'invocation de la déclaration. Et la différence entre ces deux registres est celle qui existe un petit peu entre les deux manières de faire avancer un âne, qui sont bien connues, à savoir la carotte et le bâton. L'humanitaire et le normatif sont deux registres de discours, deux modalités d'action. L'une, si vous voulez, plus fondée sur l'appel à la sensibilité, c'est le registre humanitaire, et l'autre davantage sur l'appel à la responsabilité, y compris par le biais d'ailleurs de la dénonciation, du naming and shaming. Autrement dit, avec le normatif, on manie le bâton, c'est la dénonciation, ça permet de faire avancer l'âne, et par ailleurs, on a aussi la carotte, c'est-à-dire, au fond, le registre humanitaire, qui est plus doux pour l'État, un registre coopératif qui est beaucoup apprécié par les diplomates à Genève. Alors, ce qui me paraît important de comprendre ici, c'est que ce registre normatif existe quelle que soit la nature de la norme de référence et plus encore la nature de l'instrumentum de référence. Le groupe de travail, lorsqu'il utilise ce registre pour atteindre ses fins,
utilise la déclaration, donc résolution de l'Assemblée générale, non pas parce qu'elle a une valeur obligatoire ou pas, c'est pas pertinent, mais simplement au titre de sa valeur normative, parce qu'effectivement, c'est un instrument qui prescrit un certain nombre de comportements et que le groupe s'en sert lui-même pour prescrire à son tour un certain nombre de comportements aux États. Alors voilà, je pourrais me contenter au fond de ces observations, voilà, ça ferait gagner du temps à tout le monde. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, dans la mesure où j'en ai le temps, pour essayer de comprendre un petit peu, au fond, en quoi cette distinction... D'abord, je vais commencer par essayer de comprendre en quoi cette distinction entre soft et hard est problématique d'un point de vue méthodologique. Alors, les organisateurs de ce colloque et le professeur Elincé nous l'a très bien expliqué au début, ont bien défini la notion de soft law. Ils nous ont expliqué que, au fond, la soft law, c'est de la law, c'est du droit, mais c'est du droit qui est non obligatoire. Donc, il y a une prescription, mais qui est non obligatoire. Alors, on sent intuitivement, au fond, que dans cette description, il y a quelque chose quand même de problématique. Enfin, je ne sais pas si vous le sentez, mais moi, il y a quelque chose qui me gêne, quelque part. Parce qu'au fond, j'ai l'impression que lorsqu'on dit ça, une prescription non obligatoire, on semble affirmer dans un même mouvement qu'il peut y avoir du droit non obligatoire, mais en même temps, on reste quand même coincé par nos schémas de pensée que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que, en même temps, le caractère obligatoire d'une norme est, sinon le critère de sa juridicité, en tout cas le critère de sa bonne juridicité, ou d'une juridicité de qualité par rapport à une juridicité dégradée ou de mauvaise qualité. C'est déjà une intuition d'ailleurs qui était présente lorsque Alain Pellet assimilait cette distinction entre soft et hard law au tri entre le bon grain et l'ivraie, et qui proposait un plaidoyer pour l'ivraie. Donc il y a un dualisme ici, au fond, qui pose un problème avec au fond une complication épistémologique assez classique, en particulier en sociologie. C'est la complication qui consiste à essayer de saisir la réalité sociale, le jaillissement continu du social, déstructuré, informel, à travers des typologies. Alors, hier, effectivement, Sabine Lamorel nous a dit, bah voilà, nous on est obligé de faire des typologies, les sociologues aussi font des typologies, les juristes font des typologies, mais on sait très bien qu'au fond, toutes nos typologies sont insuffisantes, sont inexactes, parce qu'elles précisément, elles n'arrivent pas à saisir cette diversité du social, ce jaillissement continu du droit dans un certain désordre. Alors, une manière de résoudre ce problème, qui avait été très bien saisi par hier on a parlé d'Ehrlich, aujourd'hui je vais vous parler de Gurvitch, c'est de manier la dialectique. Et au fond, c'est d'essayer de tenir ensemble des catégories contraires et de considérer qu'elles ne s'excluent pas mutuellement, mais qu'elles rentrent dans une forme de dialectique. Alors Gurvitch utilise pour ce faire, s'agissant de notre sujet, une image qui, à mon avis, est extrêmement parlante, qui est une image de couche géologique. Alors, il parle de droit organisé et de droit inorganisé. Et il dit, je le cite, « Tout droit inorganisé a toujours une tendance à se recouvrir d'une pellicule plus stable et plus froide de droit organisé. Entre ces deux paliers fondamentaux de la réalité juridique subsiste cependant une tension perpétuelle dont les degrés d'intensité sont extrêmement variables. Cette tension vient du fait que le droit organisé, dans son schématisme réfléchi, ne peut jamais exprimer entièrement le droit inorganisé, à la fois plus dynamique et plus riche en contenu, ce dernier droit pouvant subsister sans cette croûte organisée, tandis que l'inverse est impossible. » Alors, il faut attirer l'attention ici sur le vocabulaire choisi par Gurvitch, couche, superposition, pellicule plus froide, contenu plus chaud. On est ici, je n'ai pas la peine d'être un grand clerc en géologie pour bien comprendre qu'il s'agit au fond de métaphores du magma en fusion qui se trouve dans les entrailles de la Terre et qui rejaillit parfois à la surface, perce la croûte et en modifie au fond la physionomie. On a ce phénomène de deux couches qui sont en contact permanent, avec l'une agissant sur l'autre, la travaillant, la modelant, déstabilisant de temps en temps la couche supérieure, renversant une montagne, en faisant naître une autre,
transformant une île en atoll, aplatissant une colline en cratère. Enfin bref, on peut manier la métaphore jusqu'à l'infini. Tout ça, en tout cas, nous montre que, au fond, il est impossible de séparer soft et hard law. Ça va être difficile. Il est impossible de séparer soft et hard law et que les deux font effectivement partie du même ensemble de droits qui sont en interaction continue. Alors, j'aurais aimé vous parler du Comité des droits de l'homme, et au fond, ce que j'aurais aimé vous dire, mais je vais vous dire en 2 mots, c'est que dans le cadre du Comité des droits de l'homme, qui est un mécanisme d'ailleurs extrêmement différent du groupe de travail sur les disparitions forcées, on retrouve totalement cette interpénétration et cette difficulté à opérer une typologie, un dualisme strict entre soft et hard. En réalité, il y a une interaction continue entre les deux. Alors souvent, on nous dit, oui, le Comité des droits de l'homme, c'est un mécanisme soft. Mais enfin, il faut quand même rappeler que le Comité des droits de l'homme, c'est un mécanisme qui est fondé sur un traité international, le Pacte international sur les droits civils et politiques, dont les missions sont d'ailleurs définies par ce traité international. Et que par conséquent, tout ça, ça n'a absolument rien de soft. C'est pas du tout soft. Le comité alors, est chargé au terme du pacte de rendre un certain nombre de documents, d'observations, de constatations. Et le comité a lui-même d'ailleurs une position assez claire claire au regard, disons, d'une vision dialectique entre soft et hard sur la valeur juridique de ces observations ou de ces constatations. Il considère notamment que ces constatations, je cite, constituent une décision qui font autorité, rendue par l'organe institué en vertu du pacte lui-même et chargé d'interpréter cet instrument. Ces constatations tiennent leur caractère et l'importance qui s'y attache du fait que le rôle conféré au comité en vertu du pacte et du protocole forme un tout. Alors évidemment, on dira, oui, mais ça n'est pas un organe juridictionnel. Alors on pourrait revenir là-dessus, mais je poserai simplement une question à cet égard. En quoi l'interprétation évolutive, normative, de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour interaméricaine des droits de l'homme est-elle plus hard que les interprétations que le comité fait dans ses constatations ou dans ses observations générales? En quoi la Cour européenne des droits de l'homme tire-t-elle de la Convention européenne des droits de l'homme une autorité quelconque pour opérer cette interprétation évolutive, c'est-à-dire ajouter en réalité des normes aux normes? Elle n'a pas plus d'autorité que le comité pour ce faire, puisque au fond, l'autorité qui s'attache à ces jugements s'attache essentiellement, on le sait, au dispositif des jugements et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Jugements qui, par ailleurs, il faut le rappeler, ont pour principe, en principe une autorité relative qui s'applique uniquement aux parties. Alors j'en viens à mon dernier point, qui sera un point conclusif, et je vais essayer d'aller très vite. Il y a 2 points que je voulais mentionner, que je vais résumer très, très rapidement, pour essayer de prolonger un peu ces réflexions et de les placer dans un cadre théorique plus global, mais toujours de manière un petit peu pointilliste, je m'en excuse. Le premier point, c'est, et ça a été évoqué hier, donc je ne vais pas y revenir longuement, c'est la spécificité des droits de l'homme. Et ça répond aussi, je pense, à une des questions des organisateurs. Est-ce qu'il y a une spécificité des droits de l'homme dans cette affaire de la soft law? Et là, je crois que c'est très important de répondre positivement à cette question, effectivement, de dire oui, il y a une spécificité des droits de l'homme en matière de soft law, qui tient, et ça a été, je crois, bien expliqué par Xavier Souvigné hier, qui tient au fait que les droits de l'homme sont des droits réputés de droit naturel. Alors, on revient à notre discussion d'hier, droit international, droit naturel moderne, ce sont des droits réputés de droit naturel. Je n'ai pas dit des droits de droit naturel, mais des droits réputés de droit naturel, c'est-à-dire des droits qui sont décrits par le législateur, le constituant, ou encore les États eux-mêmes, dans les conventions internationales, comme étant des droits inhérents à la nature humaine. Et à partir du moment où les droits sont positivés, sont intégrés dans un ordre juridique, eh bien, ils imposent cette qualité de droit naturel à l'ordre juridique tout entier, et y compris aux interprètes de ces droits. Ce que j'avais appelé, il y a longtemps dans ma thèse, leur caractère intangible, l'intangibilité
des droits de l'homme, cette qualité d'être hors de portée, de se poser comme étant hors de portée de la volonté des États et de susciter par conséquent une interprétation qui prend en compte cette qualité intangible. Alors, ce qui explique que, au fond, soft law et droits de l'homme font très bon ménage en général. Et à l'inverse, je dirais que conventions ou processus consensuels, traités internationaux et droits de l'homme font pas bon ménage, seraient presque par principe incompatibles, parce qu'il est paradoxal, c'est le paradoxe de la conventionnalisation des droits de l'homme, de soumettre des droits que l'on dit être de droits naturels à la volonté et au consentement des États. C'est un mouvement qui est, au fond, contradictoire. En un seul mouvement, on dit, au fond, ils sont de droit naturel, et en même temps, on dit, pour qu'ils soient reconnus par les États, il faut que l'État ait ratifié la Convention internationale. Il y a quelque chose d'illogique là-dedans, quelque chose qui cloche. Et au fond, le procédé naturel de proclamation, de reconnaissance des droits de l'homme, ce n'est pas la Convention internationale, c'est la Déclaration. Et je pense que c'est ce qui explique la très grande autorité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on ne peut décidément pas dire qu'elle est de la soft law. Et puis, dernier point, et je terminerai rapidement par là, je crois qu'il faut faire très attention au décalage entre la réalité du droit international contemporain et ce que j'appellerais la vulgate du droit international, c'est-à-dire au fond cette espèce d'ensemble de concepts assez largement partagés, parfois enseignés, et en tout cas largement partagés par les praticiens du droit international. Et là, je ne parle pas des universitaires, je ne parle pas véritablement des discours universitaires ou doctrinaux sur le droit international. D'ailleurs, on parlait du volontarisme hier. Qui est volontariste aujourd'hui dans la doctrine? En revanche, oui, les diplomates, non mais purement volontaristes, je veux dire, au sens de qui est tripleien. Parce que, et même Triple, en réalité, si vous lisez bien Triple, vous apercevrez qu'il est lui-même pas volontariste. Et Anzilotti, d'ailleurs, qu'on fait passer pour un volontariste, alors que c'est un grand objectiviste, en avait tiré toutes les conséquences. Donc en réalité, le volontarisme, à partir du moment où il est né, était déjà mort-né. En revanche, un diplomate, dans la négociation multilatérale, il est volontariste. Pourquoi? Parce qu'il représente son État. Et il le défend. C'est son travail, c'est fonctionnel, c'est une nécessité fonctionnelle. Il faut qu'il puisse dire, moi, on ne m'impose des obligations, comme dit actuellement l'Angleterre à propos du groupe de travail sur la détention arbitraire, on ne m'impose d'obligations à partir du moment où j'y ai consenti, parce que c'est un moyen d'y échapper, forcément. Donc, évidemment, tous les représentants d'État sont des volontaristes, des grands volontaristes, mais parce qu'ils utilisent cette espèce de vulgate du droit international, sans y réfléchir, à des fins qui sont les leurs. Or, évidemment, le droit international a aujourd'hui totalement évolué. C'est plus le droit international de grand-papa qui se limite à la coexistence, à la régulation de la coexistence entre États. C'est un droit en partie global qui a pour objet de réglementer des questions dont l'incidence dépasse les frontières nationales, avec des évolutions nécessaires, une adaptation nécessaire des processus de formation du droit. Or, il y a un décalage énorme entre l'évolution des processus de formation du droit, avec l'élaboration d'une véritable fonction législative à l'échelle internationale, et la vulgate du droit international qui continue à s'imposer du fait de la domination du discours étatique au sein des organisations internationales. Parce qu'il y a aussi une communauté épistémique, d'une certaine manière, du diplomate. Ils répètent tous, au fond, la même vulgate, et ça les arrange tous, d'une certaine manière, et c'est le discours dominant dans les organisations internationales, puisque les organisations internationales sont dominées par les États. Donc il faut faire attention à ça, et il faut bien voir que les processus législatifs ont en réalité évolué. On a évoqué ces évolutions, j'y reviendrai pas, mais il y a des formations accélérées aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler au fond un processus semi-organisé de droit coutumier. La Commission du droit international a bien compris ça aujourd'hui. Elle fait presque plus de traités. Elle adopte des lignes directrices, des articles. Elle sait très bien que le procédé conventionnel est devenu contre-productif. Et puis, deuxièmement, il y a le rôle, évidemment, du juge, qu'on a cessé, pendant ce colloque, d'évoquer, avec l'interprétation évolutive. L'interprétation évolutive, c'est quoi? C'est, au fond, ajouter à une norme de base interprétée des conséquences ou des significations supplémentaires qui sont reprises
de normes élaborées dans des instruments soft. Et donc, c'est procéder à une action normative, et c'est une participation à la fonction législative internationale. Voilà, donc, chers collègues, et désolé d'avoir pris un peu trop de temps, nous allons donc suivre dans les heures qui viennent la question de savoir si la Suède et la Grande-Bretagne vont prendre en compte l'avis du groupe de travail sur les détentions arbitraires. Downing Street nous dit que a déjà lancé un communiqué en disant que l'avis n'était pas légalement contraignant. Alors on sent bien que cet argument est un peu bref, mais pour certains il semblera que cette brièveté, au fond, est un peu courte, c'est-à-dire que c'est insuffisant comme argument par rapport à l'exigence de respect du droit international qui est invoquée de l'autre côté par les avocats et par les ONG. Pour d'autres, ça semblera une brièveté, au contraire, qui tombe, ou qui ressemble à l'imperium brevitas, le tranchant de l'argument juridique, comme un couperet qui fait la part entre l'ombre et la lumière, entre le droit et le non-droit. Et au fond, chacun dans cette salle sera sensible à une perception ou une autre de la brièveté. Mais je crois que chacun comprendra que s'il est plus ou moins sensible à cette... Oui, c'est pas, la brièveté, c'est pas mon cas, effectivement. Mais en tout cas, s'il est sensible plus ou moins à cet argument, il comprendra que c'est pas une question de science du droit ou de méthodologie, mais c'est plutôt une question de tempérament. Et qu'en tout cas, ça ne relève pas encore une fois, de la science du droit. Merci et toutes mes excuses pour avoir fait un peu de temps.